Monsieur, est-ce que Oui. le virus latent est transmissible? Ça dépend. Ça dépend du virus. Ça dépend des cellules qui sont infectées. Tout dépend de l'épidémiologie, en fait. Si c'est un virus qui se retrouve dans les fluides peuvent se transmettre d'une personne à une autre. Quand je parle de fluide, je parle de salive, je parle de sécrétions, que ce soit les sécrétions au niveau de tout le système digestif qu'au niveau du système reproductif, que partout où il y a des sécrétions, ok? Ça peut être au niveau des urines. Bon, ça dépend de la nature euh, des cellules infectées. Parce que ce ne sont pas toutes les maladies infectieuses qui sont transmissibles. D'accord? Monsieur, dans le cas du VIH, Oui, dans le cas du VIH, un virus latent, oui, il peut être transféré. Parce que les CD4 se retrouvent où? Où est-ce qu'on trouve les CD4? C'est une question à la Monsieur, classe, hein. dans les ganglions, monsieur, ganglions lymphatiques. Dans les ganglions lymphatiques, est-ce qu'ils restent tout le temps dans les ganglions lymphatiques? Ou est-ce qu'ils sont emprisonnés dedans, enfermés dans les ganglions lymphatiques? Non, monsieur, ils peuvent circuler dans le sang pour défendre l'organisme. Voilà. Donc, en d'autres termes, imaginez bien que les ganglions, c'est quoi? On va dire que, OK, ça c'est votre maison, hein? Mais parce que vous avez une maison, ça ne veut pas dire que vous ne sortez pas pour aller faire les courses, pour aller faire la fête et faire des choses. OK? Donc, j'essaie de mettre un peu les termes dans la vie de tous les jours. OK? On dit que, Paul, voici là où vous devez rester. OK? Ça, c'est votre chambre. Mais parce que c'est votre chambre, ça ne veut pas dire que vous ne sortez pas de la chambre. D'accord? Et dans le cadre des cellules, c'est la même chose. Donc, elles peuvent sortir du ganglion pour aller circuler. D'accord? Et en fait, elles ne restent jamais réellement juste là à s'asseoir, à ne rien faire pendant tout le temps. Non, 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 non. Les cellules bougent dans le corps. D'accord? Et parce qu'elles bougent dans le corps, elles vont en circulation. Et parce qu'elles vont en circulation, elles se retrouvent dans le sang. Donc, si vous faites un don de sang, ce sang-là peut contenir des cellules qui sont infectées. Ça, c'est d'une. Si vous avez une coupure, OK, vous vous blessez et que votre sang se verse, ça devient une source de contamination. Si il y a un mélange de fluides pendant un rapport sexuel, OK, ça devient une possibilité de transmission. Mais s'il n'y a pas tout ça, OK, il n'y a pas de chance de transmission. Par exemple, vous pouvez très bien manger dans la même assiette que quelqu'un qui a le VIH, mais quelle est la probabilité qu'une cellule CD4 va se retrouver dans la cuillère de quelqu'un qui a le VIH? Ouais, la probabilité est proche de zéro. OK? Donc, en réalité, ça dépend. Mais on va dire que la maladie est transmissible parce qu'effectivement, il peut y avoir échange de fluides. Donc, oui. Mais tant qu'il n'y a pas échange de ces fluides-là,
Non. Oui, grâce. Monsieur, Oui. quand vous avez parlé des fluides, vous avez parlé des sécrétions. Si on prend le cas des spermatozoïdes, est-ce que les spermatozoïdes d'une personne infectée au VIH peut affecter l'autre partenaire pendant le Non. rapport? Non. Non, non. Pas le sperme, c'est pas possible. Parce que le sperme est une cellule. D'accord. D'accord? Le sperme est Mhm. une cellule. Et il n'y a typiquement pas de, comment on appelle ça? Il n'y a typiquement pas de sang ou d'éléments, comment on appelle ça en français? Formed elements. OK? Il n'y a pas de formed elements dans le sperme. Que ce soit au moment de l'éjaculation ou, ou pas, il n'y a pas de CD4 ou de, ou de, ou de CD8 ou de lymphocyte B dans la reproduction, il n'y en a pas. OK? Mais par contre, parce que dans le processus de la reproduction, d'accord? Dans le processus de la reproduction, il y a des frottements. Et ces frottements sont de telle sorte que il y a des petites abrasions. Et ces petites abrasions-là peuvent donner lieu à, à des libérations de fluides qui, en fait, portent le virus. Donc, c'est pas, en d'autres termes, ce n'est pas le sperme en soi. Ce sont les fluides qui sont au-delà du sperme qui peuvent être une source de contamination. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Oui. Donc c'est ce qui peut être une source de contamination. Ce sont les frottements qui, en fait, causent des abrasions. Et ces abrasions se passent aussi bien sur le pénis que sur le vagin. OK? Et là, il peut y avoir, effectivement, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le sang qu'il n'y a pas d'échange de fluide, non. OK? C'est vrai que le pénis et le vagin ont ce qu'on appelle stratified epithelia, donc des épithéliums stratifiés, mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours euh, ces abrasions mécaniques. Il y a par exemple la présence de poils pubiques. Et cette présence de poils pubiques crée nécessairement des frottements qui peuvent amener à des coupures. Et ces coupures-là causent des échanges de fluides. D'accord? Maintenant, si vous prenez chez un patient HIV, euh, juste vous prélevez le sperme et que ce sperme-là, vous le mettez chez une femme, eh bien, cette femme-là ne sera jamais contaminée euh, du VIH, c'est pas possible. OK? Si c'est seulement le sperme. OK. Euh, alors, pour revenir au virus lithique, ces virus-là sont lithiques. Et je vais vous apporter ici, euh, c'est pas ce que je vais vous montrer. OK. Donc, ce virus, premièrement,
c'est un virus lytique. Ce n'est pas un virus tempéré. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, OK. monsieur. Donc, ça, c'est d'abord un premier fait qui est très important. Alors, au-delà de ce fait-là, vous voyez que le virus, il est capable d'infecter aussi bien les cellules saines que les cellules tumorales, n'est-ce pas? Monsieur. Maintenant, et ça, la raison pour laquelle ce virus peut infecter les deux genres de cellules, c'est simplement parce que ces cellules tumorales ont les mêmes marqueurs que les cellules saines, qu'à cela ne tienne. Les cellules saines, cependant, vont pouvoir se débarrasser du virus parce que, évidemment, le virus est un corps étranger et nous avons un système de protection. Donc, on a un système pour pouvoir se débarrasser du virus. Maintenant, quand le virus va dans la cellule tumorale, une fois qu'il va dans la cellule tumorale, eh bien, la situation de stress dans la cellule tumorale va faire de telle sorte que ce virus-là va se multiplier comme un malade, va se multiplier, et puis la cellule va finir par mourir par lyse. OK? Et c'est ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est d'une. Euh, de deux, ça, c'est un autre cas. Ou, bon, un autre cas, bon, on parle réellement de la même chose. Donc, vous avez le virus oncolytique ici qui va rentrer dans la cellule tumorale, va se répliquer tellement de fois que la cellule va mourir. Et donc, à chaque fois qu'il va se retrouver dans une cellule cancéreuse, va arriver à se multiplier et se débarrasser. Mais s'il va dans une cellule normale, cette cellule normale, en fait, va déclencher un processus de défense qui fait en sorte que cette cellule lytique, enfin, ce virus, désolé, va être détruit par le système de défense. OK? Donc, je vais sortir de ça et puis pour revenir ici. Alors, la dernière question, qu'est-ce qu'une chimeric antigen receptor, CAR, T-cell, et quel serait son rôle? Les chimeric antigen receptor, chimeric antigen receptor, pour être un peu plus francophone. Qu'est-ce que vous savez à propos des chimeric antigen receptors, sans regarder vos notes? Monsieur, les CAR-T-cells sont des lymphocytes T modifiés pour reconnaître et attaquer des cellules cancéreuses. Oui, oui, très bien. Très bien, les CAR T-cells ont été modifiés génétiquement pour qu'elles expriment des récepteurs qui vont en fait reconnaître de manière spécifique les cellules qui se comportent de manière anormale. Abnormal, c'est en anglais. De manière anormale et pouvoir les détruire de cette manière-là après cette reconnaissance-là. Donc, je vais quand même ici montrer aussi les CAR T-cells pour que on voit un peu où est-ce qu'ils sont. Les CAR T-cells, there we go, ici. OK. Donc, vous voyez
un gène modifié qui est inséré dans les cellules T. Et ce gène modifié est en fait euh, responsable de la production d'un récepteur. Un récepteur qui n'existe pas normalement dans la cellule. D'accord? Et ce récepteur est designé pour reconnaître les cellules cancéreuses. OK? Donc c'est simplement ça. Donc, j'aimerais que vous reviewez, que vous, euh, Revoyez. que vous fassiez, revoyez ça. Voilà. Oh my goodness. C'est compliqué hein, de parler le français. OK. Donc c'est ça pour ce TD-là. Nous allons passer au dernier TD, qui est celui du chapitre 3. Bon, PowerPoint Presentation 3. OK. Alors, on va changer un peu ici. On va passer maintenant à l'application des acquis au niveau de l'immunologie et de la pathogenèse pour pouvoir faire des diagnostics et du travail de laboratoire. Donc, le premier step, ça va être de définir le PPD test. Que signifie PPD dans le test PPD? Et c'est vrai que je ne l'ai jamais défini pendant le cours, mais j'en profite au niveau du TD pour qu'on le définisse. C'est quoi PPD? Monsieur en anglais. Oui, Oh, monsieur l'anglais, c'est pas notre langue. Oh. mais c'est pas grave. En tant que scientifique, vous n'aurez pas le choix que de parler ou de dire certaines choses en anglais. Monsieur PPD, c'est Purified Protein Derivative. There we go. Purified protein derivatives. Very good. Très bien. OK? Purified protein derivative. Alors, ce PPD, à quoi sert-il? Bon, ça, vous savez à quoi il sert. Mais je veux quand même que vous le disiez. Monsieur, il sert à dépister la tuberculose. Il sert à dépister la tuberculose. Et il faut savoir que euh, les Purified Protein Derivatives sont en fait des fragments de protéines de Mycobacterium tuberculosis. Cependant, lorsqu'on fait le PPD test et que vous présentez une réaction positive, ce que le PPD test ne dit pas, c'est est-ce que vous avez été exposé à autre chose que la tuberculose, mais qui est de la même nature que Mycobacterium tuberculosis. En d'autres termes, vous avez des mycobactéries dans l'environnement. Vous avez Mycobacterium leprae, vous avez Mycobacterium ulcerans, vous avez Mycobacterium marinum, vous avez Mycobacterium tuberculosis, vous avez plusieurs genres de mycobacteria. OK? Et parce que vous avez plusieurs genres de mycobacteria et parce que on peut rentrer en contact avec ces mycobacteria, eh bien, le PPD test n'est pas très spécifique. Il est spécifique aux mycobactéries, mais il n'est pas spécifique à Mycobacterium tuberculosis. Vous me suivez? Et on vous suit.
OK. Et parce qu'il n'est pas spécifique à Mycobacterium tuberculosis, lorsqu'on fait le PPD test et que ça présente un résultat positif, on a systématiquement l'impression que vous avez la tuberculose ou que vous avez été ou que vous avez été exposé à la tuberculose. Du moins, c'est la philosophie dans les États-Unis d'Amérique, aux USA, où je suis. Ça, c'est la philosophie. OK? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les endroits du monde où on fait la vaccination contre la tuberculose, où on utilise le Bacillus calmette-guerin, OK? Le BCG, et d'ailleurs, le BCG, ça a été développé à l'Institut Pasteur de Lille, où j'ai fait ma thèse. OK? Ça a été développé en 1920, si ma mémoire est bonne, ou 1921. Je ne me souviens plus trop. Mais, qu'à cela ne tienne, lorsque vous recevez le vaccin du BCG, pour savoir si le vaccin a pris ou pas, on vous fait un PPD test lorsque vous êtes encore enfant. Et c'est à ce moment-là qu'on va savoir à la PMI que le vaccin a pris sur professeur Ngoan. Parce qu'on voit que le test est positif. Donc, une fois que vous êtes vacciné au BCG, vous allez systématiquement, ou du moins la plupart du temps, être positif au PPD test. Cependant, si vous êtes infecté par Mycobacterium tuberculosis, vous allez aussi tester positif. Donc, on ne sait pas exactement si vous êtes positif parce que vous avez été vacciné, parce que vous avez été exposé à Mycobacterium tuberculosis ou parce que vous avez été exposé à Mycobacterium ulcerans ou à Mycobacterium leprae ou d'autres mycobactéries. Alors, dans les pays où on a les moyens, on n'utilise plus tellement le PPD test, ou du moins on l'utilise de manière routine. Mais pour ceux qui travaillent dans les départements, par exemple, de tuberculose, on ne se fie pas au PPD test. On se fie à ce qu'on appelle le test GOLD. Ce test GOLD comme or en anglais, GOLD, je vais vous écrire ça. How do I go about this? Okay. OK? Donc, c'est GOLD. Et ce test GOLD, en fait, utilise des antigènes qui sont vraiment spécifiques à Mycobacterium tuberculosis. Et parce que ce sont des antigènes qui sont vraiment spécifiques à Mycobacterium tuberculosis, comme l'antigène 85, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Cet antigène 85 ça coûte cher pour produire ça. Et donc, du coup, le test GOLD est beaucoup plus cher que le PPD. Et parce que le test GOLD est beaucoup plus cher que le PPD, eh bien, on utilise le test GOLD que lorsqu'on veut être sûr à 100% que ce n'est pas une autre exposition aux mycobactéries, que c'est spécifiquement Mycobacterium tuberculosis auquel vous avez été exposé, auquel cas, lorsque vous êtes positif, on va dire, là, il va falloir que vous preniez un traitement. OK? Or, pour l'instant, lorsque vous faites le PPD test et que ça sort positif, on vous fait le X-ray, les rayons X, la radio, et c'est ce X-ray-là, au niveau des poumons, qui va en fait clarifier la situation si vous avez un cas de tuberculose ou pas. Mais ce qu'on ne sait pas dire parfois,
c'est que lorsqu'on a une tuberculose latente, qui est une autre histoire. OK? Mais on va fermer cette parenthèse-là. Alors, avant de passer à la question suivante, est-ce que vous avez une question par rapport à ce qu'on a développé jusqu'à maintenant par rapport au PPD test? Monsieur, Oui? excusez-moi, il y a comme des interférences. J'ai pas bien saisi l'objectif du test PPD. OK. Alors, les gens qui ont écouté, est-ce que vous pouvez m'aider à expliquer ça? Monsieur, vous avez dit que le test PPD sert à mettre en évidence une infection due à une mycobactérie, mais on ne sait pas quelle mycobactérie cause l'infection. Voilà. Très bon résumé. Est-ce que ça vous convient? Oui, monsieur, ça va, merci. OK. All right. OK. Donc, nous allons passer à la sérologie. C'est quoi la sérologie? Oui, Mademoiselle Munger. Monsieur, on peut dire que la sérologie, c'est un examen qui, je vais dire ça comment, un examen qui met en évidence des interactions antigènes-anticorps pour pouvoir faire un diagnostic. Absolument. Absolument. Mademoiselle Munger a tout dit. Là, on peut rentrer à la maison. OK. Question 3. Comparer le sang, le plasma et le sérum. Quelles sont les similarités? Quelles sont les différences? Monsieur, Oui? euh, le sang, c'est le tissu liquide composé de cellules dont nous avons les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ah, Et pour le plasma, c'est la partie liquide du sang qui contient de l'eau, des électrolytes et des protéines. On va aussi dit les hormones et les déchets. ah. Très bien. Maintenant, pour le sérum, c'est donc le plasma sans fibrogène et d'autres protéines de coagulation. C'est-à-dire la partie entre le plasma et le sérum, c'est la partie qui reste au fond, on va dire, dans les tubes. C'est la partie qui contient du plasma sans fibrogène et d'autres protéines de coagulation. Il est utilisé principalement pour les tests sérologiques. Ah. OK. Très bien. Très bien expliqué. OK. Question 4. Quels sont les éléments figurés? Ah, c'est le terme que je cherchais. Éléments figurés du sang. Monsieur? Oui? Allez-y, je vous écoute. Les éléments figurés du sang sont les cellules et les fragments cellulaires en suspension de le plasma, monsieur. Absolument. Ils OK. comprennent les globules rouges qui transportent Ah, l'oxygène, les globules blancs qui sont des leucocytes qui jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire et les plaquettes aussi, ah. qui sont impliquées dans OK. la coagulation du sang. Oui, absolument. Alors, la salle de classe veut dire quelque chose apparemment. Apparemment, ils se sentent un peu abandonnés. La salle de classe? Monsieur, moi, je n'ai pas compris la réponse.
OK, qui est en train de parler? La comparaison. Est-ce que vous pouvez revenir? Revenir sur quoi? La comparaison. C'est le globule rouge, le globule blanc plaqué. Et la comparaison. OK. Monsieur, au niveau de La- la comparaison. Oui, la personne, oui, la personne qui a donné la définition, là, vous pouvez la redonner, s'il vous plaît? Doucement, s'il vous plaît. Oui, Du Ben? coup, monsieur, je disais, Oui, pour comparer dans le plasma et le sérum, je disais oui. tantôt, le sang est un tissu liquide composé de cellules, c'est-à-dire nous avons dans le sang les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Uh-huh. Puis, nous avons le plasma, qui est la partie liquide du sang, qui contient quant à elle de l'eau, les électrolytes, des protéines, des hormones et des déchets. Uh-huh. Et pour finir, nous avons le sérum, quant à lui, qui est donc du plasma sans fibrinogène et d'autres protéines de coagulation. Il est utilisé principalement pour les tests sérologiques. Vous avez suivi la salle de classe? Oui, monsieur. OK. OK, très bien. Alors, il y a quelque chose que je veux, sur laquelle je veux insister. Je veux que, autant que possible, vous essayiez d'utiliser vos propres mots pour dire les choses et expliquer les choses. Et la raison pour laquelle c'est important d'utiliser vos propres termes et vos propres mots, formuler vos propres phrases, c'est parce que lorsque vous le faites, vous créez des moyens de concevoir le concept. D'accord? Vous créez des moyens de concevoir le concept dans votre tête. D'accord? Donc, c'est très important de formuler les réponses avec vos propres mots, même si vous avez lu quelque chose quelque part. C'est vraiment très, très, très important et crucial. C'est pour ça que je vous fais faire les discussions, parce qu'à un moment donné, vous serez obligé de parler selon vos propres termes. Vous n'aurez pas le choix. OK? Et donc, je vous encourage à faire cet exercice-là. Ça va vous sortir du par cœur et du cracher ce que vous avez lu. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Donc, on va avancer. Qu'est-ce qu'on entend par séroconversion? Dans la salle de classe, est-ce que quelqu'un peut prendre cette question? Ce qu'on entend par séroconversion, dans vos propres termes. Si vous deviez dire ça à votre grand-mère ou votre grand-père, vous allez lui dire que la séroconversion, c'est quoi? Monsieur. Oui, Monsieur, oui, monsieur, on peut dire que la séroconversion, c'est un sorte de processus par lequel une personne à la fois. Ceux qui sont dans la salle de classe, s'il vous plaît, ceux qui sont dans la salle de classe, lorsqu'une personne parle, laissez cette personne développer et le reste du monde doit simplement se taire et permettre à cette personne de parler. OK? Autrement, on ne pourra pas s'en sortir. Mais j'aimerais entendre vos voix, mais une personne à la fois. OK? Donc, on revient. La salle de classe, OK? La personne qui était en train de parler dans la salle de classe, est-ce que vous pouvez intervenir, s'il vous plaît?